Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps de vous déposer, comme à chaque fois. Prendre une petite boisson. Prendre le temps de vous détendre de votre journée. Et on va pouvoir commencer doucement ce live. Une question que je trouve encore une fois très intéressante parce que ça implique plusieurs aspects et donc moi ça fait activer justement toute mon expertise en neurodéveloppement parce que ça implique plusieurs éléments à analyser. Vous l'avez vu depuis le début de la semaine, le système nerveux c'est rien de d'aisé. Mais en même temps, quand on comprend la base et qu'on comprend, par exemple, un mécanicien pour pouvoir réparer un moteur de voiture, il doit connaître toutes les pièces du moteur et savoir comment que ça fonctionne. Mais un coup que c'est fait, c'est fait. Donc c'est la même chose pour un système nerveux. Un coup qu'on comprend les bases, beaucoup plus facile d'intervenir et de réagir face à ce qu'il manifeste. Donc, votre enfant fait une réaction émotionnelle ou met en place un comportement XY, mais si on comprend bien comment la machine fonctionne, mais on est plus efficace et efficient pour pouvoir mieux y répondre, bien entendu. La situation de la semaine va comme suit. Dès que j'amène mon enfant de 7 ans en voiture, il a le goût de vomir. Et donc, il fait toujours des crises pour ne pas aller en voiture. Que dois-je faire et pourquoi il réagit comme ça? On a exploré au courant de la semaine l'origine, comme je mentionnais dans ma story, d'où ça vient, tout ce qui est en lien avec les nausées, le vomissement. On a vu l'origine. En lien avec le décalage sensoriel, que ce soit au niveau vestibulaire, au niveau de l'oreille interne, en lien avec le mouvement, au niveau visuel, que tout est statique dans la voiture, alors que quand on se tourne sur le côté, on voit défiler les arbres, on voit défiler les voitures, les panneaux, etc. On sent qu'on bouge, mais pour autant, notre corps ne bouge pas, on est assis. Et on mentionnait que chez les enfants, comme leur petit système nerveux et notamment tous leurs sens sont en train de se construire, certes, ils sont beaucoup plus fragiles que les adultes face à tout ce qui est transport, que ce soit en voiture ou en bateau, etc., même en avion. Donc, voilà. Donc, on sait maintenant pourquoi l'enfant a le goût de vomir et vomit. Maintenant, les crises reliées. Comme je mentionnais, bien évidemment, vous avez peur de quelque chose ou il y a quelque chose qui vous entraîne ou qui vous apporte plutôt un sentiment désagréable, évidemment, comme vous êtes adulte, vous pouvez poser des mots, de dire non, à chaque fois que je vais à cet endroit-là ou de cette manière-là, je me sens comme ci, comme ça me crée tel symptôme, je préfère ne pas venir. On a les mots pour pouvoir l'expliquer. Mais quand on est face à un enfant qui, pour lui, ses signes, ses symptômes, ses ressentis, ses émotions, ce n'est pas tout à fait clair, parce qu'il arrive au monde, puis dans le fond, il faut qu'il gobe toutes les informations des stimuli de son environnement, mais après, il faut qu'il essaye de le gérer. Après, de l'expliquer à son parent, c'est plus difficile. Et quand que, justement, les inconforts sont quand même assez importants au point d'amener l'enfant à vomir, oui, c'est un événement quand même traumatique, dans le sens que ça dit au système nerveux de l'enfant, en ce moment, ce que tu vis dans ton corps, ce n'est pas normal. M'aider, ce n'est pas normal.
réagis, fais quelque chose, mais essaie de retourner dans un endroit où il n'y aura pas de décalage sensoriel au niveau du système nerveux. Et donc, l'enfant, quand il fait des crises pour ne pas aller en voiture, dites-vous qu'à la limite, quand c'est pour lui, c'est très des crises, c'est des inconforts intenses. Mais oui, d'une certaine manière, la crise en soi, elle est désagréable pour vous, mais pour lui, c'est pour vous exprimer à quel point il est inconfortable. Donc, est-ce qu'on peut chicaner ou punir un enfant en lien avec des crises qu'il fait parce qu'il est inconfortable? Mais non, pas du tout. Parce que lui, c'est sa manière de l'exprimer. Maintenant, ce qu'il faut voir ensemble, c'est comment, en tant que parent, on va se positionner, notre posture parentale, pour que justement, il n'y ait plus notion de vomissement ni de crise. Si vous mettez toute votre énergie pour qu'il n'y ait plus de crise, vous n'abordez pas la problématique à la source. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on aborde la notion de vomissement et ensuite on aborde la notion de crise en tant que telle. Mais s'il n'y a plus de vomissement puis qu'il n'y a plus de malaise, on s'entend qu'il n'y aura plus de crise pour plus aller en voiture. L'enfant n'invente pas ça. On l'a vu en début de semaine. Personne n'invente quelque chose qui lui génère un inconfort. On ne perdrait pas notre énergie à faire des crises si c'était pas pour vrai. À la base, pourquoi ça nous viendrait même à l'esprit? Surtout pour les enfants, comme je vous dis, moi, je ne suis pas de l'école de penser qu'il y a des caprices, que de la manipulation ni de la provocation chez les enfants. C'est plus des besoins non répondus, non écoutés, qui vont venir entraîner une manifestation émotionnelle et comportementale chez l'enfant. Et c'est à nous à bien le cerner et à bien répondre. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de comportement de manipulation ou de caprice ou de crise. Donc, votre enfant fait... Là, on va aller voir demain dans les solutions concrètes comment faire pour éliminer complètement les maux de cœur en voiture. Là, maintenant, je veux vous parler aujourd'hui de la posture idéale et non idéale, mais surtout l'idéal à adopter. OK? Et on va parler de la posture qui n'est pas idéale pour que vous compreniez l'impact que ça a sur le système nerveux de votre enfant si vous agissez, si vous réagissez comme ça. On va reprendre l'exemple qu'on avait déjà utilisé dans un de mes lives. Vous êtes dans un endroit public avec votre enfant, le séchoir à main se déclenche. En lien avec une hypersensibilité auditive, c'était déjà le premier live que j'avais fait avec vous. L'enfant, pour lui, le bruit, c'est comme si un ours l'attaquait. Okay? Donc, il se met à faire une crise. Je vous avais déjà dit, si vous, de votre côté, vous vous mettez à réagir en faisant une crise vous-même, dans le sens que vous vous mettez à paniquer, à être en colère, à lui prendre le bras, à dire arrête, ou à avoir salut mon cher Xavier, ou en ayant un comportement complètement figé, qui ne sait pas quoi faire devant la situation de crise, ou un comportement, par exemple, de panique, de détresse, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, ou de honte par rapport au regard des autres parents, votre enfant va sentir tout ça. Et donc, pour lui, si vous paniquez autant que lui, ça justifie qu'il est bel et bien en face de danger. Vous êtes l'adulte référent, vous êtes l'adulte significatif à ses yeux. Votre réaction par rapport à ses crises, par rapport à ses paniques, par rapport à son agitation, vont influencer la durée, l'intensité et la fréquence des crises. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on parle de la posture parentale aujourd'hui ensemble. C'est que si à chaque fois, avant de prendre la voiture,
vous vous fâchez, vous l'amenez de force dans la voiture, que même si, s'il fait une crise, vous l'écoutez pas dans sa crise. Vous lui dites, ben là, c'est juste la voiture, puis là, en plus, tu me mets en retard pour le travail, puis que là, on en rajoute. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse d'autre sur l'enfant que d'augmenter son niveau de stress? Hein? Donc, encore plus de libération d'hormones du stress, donc cortisol, adrénaline, noradrénaline. Et là, l'enfant, à place que sa crise s'amoindrisse, qui est en lien avec un inconfort ou une appréhension d'inconfort, vous l'augmentez par votre réaction. Et là, ça ne devient plus juste histoire d'inconfort en lien avec le fait que l'enfant ait peur de vomir en voiture. Ça vient plutôt un événement un peu traumatique que vous accentuez de par votre réaction liée au déplacement en voiture. L'enfant n'aura plus juste peur d'être inconfortable en voiture et d'avoir des nausées, des vomissements. Il va avoir peur de la voiture en tant que telle parce qu'il va l'associer avec vos réactions à vous, d'ours qui grogne. C'est imagé, mais c'est quand même ça. Si vous figez devant ces crises, est-ce que c'est mieux? Pas tellement. Parce que si vous figez devant ces crises, puis que vous êtes juste découragé, en train de soupirer, ou juste d'être vraiment figé, vous lui montrez pas plus que vous êtes l'adulte référent, capable de l'accompagner à s'émanciper, à sortir de ses crises, et capable de recevoir son inconfort, sa souffrance. Surtout si vous êtes « Ah, pas une autre crise. » Tu sais, on en voit tellement des parents qui font ça, hein, qui sont à bout. Je peux comprendre que c'est difficile, mes chers parents. Mais en même temps, si j'invente, vous avez peur des araignées, puis que la personne en face de vous, qui est supposée d'être votre modèle de sécurité, elle fait hey, moi je suis plus capable, encore une crise en lien avec des araignées, mais c'est n'importe quoi. Comment vous vous sentez quand je vous dis ça? Est-ce que ça va vous aider à avoir moins peur des araignées? Non, puis non seulement ça, c'est que vous allez développer aussi un sentiment d'être non validé par rapport à la personne, par rapport à son regard, par rapport à sa posture. Un sentiment d'être inadéquat, un sentiment d'être non en sécurité, avec clairement pas le goût après de collaborer avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez induire dans votre relation avec votre enfant? Pas certaine. Du moins, c'est rien de constructif. Ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Donc, si vous paniquez autant que lui, vous lui donnez raison. Si vous vous mettez en colère, vous devenez peut-être un élément encore plus épeurant que la source de l'inconfort. Si vous figez, vous lui démontrez aucunement que vous êtes en mesure de prendre en charge la situation. Donc, votre enfant, il perçoit que son cadre de référence est mou, hein, que son cadre de référence n'est pas solide, ne peut pas le prendre en charge, ne peut pas assurer sa sécurité. Puis si vous faites des expressions comme quoi vous avez honte puis que vous êtes dépassé, ça lui rajoute de la gêne en lui et un sentiment de culpabilité. Et la culpabilité, c'est certainement le sentiment humain qui ronge le plus les humains parce que c'est de la colère retournée contre soi. Donc, encore une fois, pas une bonne stratégie. Donc, la posture idéale, mes chers. Votre enfant fait une crise pour ne pas rentrer dans la voiture. Ben voilà. Il fait une crise. Possiblement que ça va vous mettre en retard pour votre rendez-vous. Possiblement que vous allez arriver en retard au rendez-vous de lunch que vous étiez fixé. Et
il y a un humain qui a besoin de vous en face de vous qui est en train de vous exprimer sa peur d'aller en voiture. Une crise, comment ça fonctionne? C'est que tu as la notion, en fait, l'enfant, en fait, d'une certaine manière, au niveau de sa régulation, il bascule en état de désorganisation. Okay? Normalement, pour l'humain, pour bien fonctionner, on est supposé être en vigilance tranquille. Ça veut dire que je suis vigilant à ce qu'il y a autour de moi, mais pour autant, je suis calme, je suis bien, je suis tranquille. Si votre enfant tombe en désorganisation, donc en crise, il faut laisser le temps de la courbe, la crise se faire, avec la libération énergétique. Fait que l'enfant peut crier, peu importe, puis se mettre au sol, hein, ce qu'on appelle au Québec, faire la crise du bacon, là, fait qu'agiter les pieds au sol, nan. Mais est-ce que concrètement, vous avez quelque chose à faire à part rester vous-même en vigilance tranquille? S'assurer que l'enfant ne se blesse pas pendant qu'il évacue? Non, c'est pas mal ça. On reste vigilant tranquille, on reste calme, on reste zen, on respire par nos 2 trous de nez, on s'assure de la sécurité de notre enfant, et quand la courbe elle est complétée, elle va être beaucoup plus rapide parce que vous allez réagir de cette manière-là en pensant. On laisse la courbe, fait que ça va durer, au lieu de durer... Parce que dans le fond, si vous fâchez, vous paniquez, vous manifestez comme quoi qu'il vous déçoit, que vous avez honte, peu importe, ça va accentuer la crise, fait que ça va durer plus longtemps. Donc au lieu de durer, ça pourrait durer, je sais pas moi, 5 minutes, mais ça pourrait durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Donc, on reste calme, on reste zen, on lui renvoie le bon miroir, parce que vous allez pouvoir reprendre la situation après. Donc, il fait la crise, en 5-10 minutes, c'est terminé, parfait. Vous le regardez avec un regard bienveillant, et quand il a fini, puis qu'il sanglote, comme ça, puis qu'il est sur la fin, là, vous le prenez, vous le bercez, vous l'embrassez. Et quand vous sentez que c'est bon, là, vous pouvez revenir sur la situation. Mais mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en lien avec la voiture? Puis il va vous dire oui. Qu'est-ce qui se passe en voiture? J'ai mal au cœur. Ah. Est-ce que ça se peut que ce soit en lien avec la dernière fois quand tu as vomi? Oui. Qu'est-ce que ça fait le vomi pour toi? Ça fait bobo à ma gorge. Ah. Et toi, tu veux pas avoir bobo à ta gorge? Non. Est-ce que tu sens que c'est une bonne idée de crier, de frapper? Hein, tu as même accroché ta sœur pendant la crise. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui fait du bien pour toi puis pour les autres autour de toi? Non. Est-ce que c'est parce que tu veux vraiment pas revomir pour les prochaines fois? Oui. Est-ce que tu voudrais qu'on trouve des stratégies ensemble pour que les balades en voiture, ce soit amusant, avec le sourire, que ce soit doux? Oui. Ah, parfait. Donc, on va trouver des stratégies ensemble. Mes chers parents, n'oubliez pas, vos enfants ne naissent pas avec des émotions qu'ils comprennent. L'école enseigne aux enfants comment écrire, comment faire des calculs mathématiques, l'histoire de l'histoire, là, hein? Des peuples, hein? La chimie, la physique, les sciences. Non. Ça, c'est ce que l'école enseigne aux enfants. Vous, ce que vous devez enseigner aux enfants, c'est comment on gère nos émotions. C'est ça. C'est ça être parent. Et si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de gérer vos émotions, c'est à vous d'aller chercher des outils pour vous amener à mieux les comprendre vous-même. Et si vous gérez mieux vos émotions, vous allez pouvoir mieux accompagner vos enfants à gérer les leurs. Et il n'y en aura plus de crise.
Parce qu'avec cette discussion-là, vous avez identifié la source, vous avez identifié les malaises, peut-être que vous allez pouvoir lui donner quelque chose pour sa gorge, mais c'est surtout que là, c'est ça qu'on parle demain, on va pouvoir établir des bonnes stratégies concrètes pour aborder la problématique à la source des crises. Ça ne sert à rien de je mentionnais hier, de se battre comme un diable dans l'eau bénite, on dit beaucoup ça au Québec, pour se révolter contre les crises de notre enfant parce qu'il nous aime, il nous empêche d'aller en voiture à temps pour notre rendez-vous, alors que la problématique, c'est pas la crise. En soi, la crise est la résultante. La problématique en soi, c'est que votre enfant a un système nerveux avec un profil sensoriel trop hypersensible, ce qui fait que son décalage dans l'analyse vestibulaire au niveau de l'oreille interne, puis au niveau visuel, et même, comme on disait cette semaine, au niveau proprioceptif et même au niveau auditif, dans le cadre du déplacement en voiture, plus sensible que d'autres enfants, et donc lui égale nausée, vomissement. C'est ça la problématique à aborder. Mais votre enfant, il ne peut pas le faire tout seul. Il ne sait pas, lui. Et c'est donc votre job de venir cogner aux portes des bons professionnels et d'aller lire les bonnes informations. Je vous l'ai dit la semaine passée, on parlait des outils sensoriels, mais on revient toujours à la base. Vous naissez, vous êtes un petit système nerveux central ambulant. Vous développez vos sens qui permettent de développer votre motricité, qui permettent de développer votre langage, votre centre attentionnel, qui permet de développer votre autonomie, vos comportements et d'être en mesure d'apprendre. C'est comme ça que se construit le neurodéveloppement humain. La base, c'est quoi? Le sensoriel. C'est pour ça que sur ma plateforme, le www.patricia-ergothérapeute.com, j'ai mis des formations et des conférences que je juge en tant qu'experte en neurodéveloppement les plus importantes, les plus cruciales à connaître et à savoir pour le bon développement des enfants, tout comme vous auriez voulu que quelqu'un prenne le temps de bien vous accompagner étant jeune si vous aviez des hauts le cœur puis que vous vomissiez en voiture. Personne n'a le goût d'avoir un parent qui lui crie après ou qui panique ou qui fige ou qui a honte de lui. Non. Tout le monde a besoin d'un humain en face qui essaie de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai mis notamment dans l'espace parent et l'espace intervenant la formation que je juge que vous devez avoir en main pour comprendre l'origine des comportements, des émotions, des crises de vos enfants. Et c'est ma formation Les Sens en folie. Et là, vous allez voir justement, à travers les différents sens, comment se manifestent les besoins sensoriels ou les inconforts sensoriels et comment appliquer des stratégies dans votre quotidien pour venir combler le manque ou amoindrir l'inconfort et aussi mettre en place des outils sensoriels. Demain, vous allez voir dans les solutions, on va aborder les sens, mais on va regarder aussi des outils sensoriels qui vont être super pratiques pour votre enfant en voiture. Mais pour ça, il faut aller cogner aux bonnes portes. Et c'est ce que vous faites en regardant le live notamment. Et c'est ce que je fais aussi avec mes mamans de mon programme Artemis, c'est que je les accompagne à dire ce que vous voyez de surface, la pointe de l'iceberg, c'est par exemple le comportement, l'émotion. Mais en dessous de ça, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça mon rôle, de démontrer ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg. Fait que vous avez l'iceberg là,
Mais en dessous, il y a tout ça. Et c'est ça mon rôle. De vous amener à développer votre œil pour mieux comprendre ça. Est-ce que vous avez des questions? Ils sont toujours les bienvenus, les questions. J'adore les questions. Mais donc, voilà. Si vous voulez pas de questions qui montent en ce moment, vous pouvez toujours m'écrire un message privé. Donc, vous voyez la subtilité, mais l'importance. Vous voulez un enfant qui s'apaise, soyez apaisé. Vous voulez un enfant calme, soyez calme. Vous voulez un enfant qui sécure, soyez sécure. Vous voulez un enfant attentif, soyez attentif. Donc, vous voyez comment ça prend un travail sur nous-mêmes et une introspection. Puis encore une fois, c'est tout ce que je fais avec mes mamans dans mon programme, c'est de dire, on fait l'acquisition de connaissances pour mieux comprendre l'humain qui est en face de nous, mais à travers ça, je me comprends. Et à travers ça, je mets en place des stratégies pour mieux me comprendre et mieux répondre. Hein? Pourquoi que devant une crise d'un enfant, en lien avec la voiture, ça vous déclenche autant? À moi, ça m'est arrivé plein de fois. En clinique, hein, à ma clinique ergothérapie enfance au Québec, d'avoir des enfants qui faisaient des grosses crises autistiques devant moi. Est-ce que j'étais en panique pour autant? Vous allez me dire, non, mais Patricia, tu étais en posture thérapeutique. Bien entendu. Mais moi, j'en ai vu de mes collègues de travail qui se mettaient à paniquer devant la crise. Donc, c'est à nous de travailler. Moi, devant les crises des enfants, je restais comme je suis en ce moment avec vous. Et c'est ça l'objectif. Pour offrir le meilleur cadre de confiance, de sécurité, d'amour autour de cet enfant-là pour qu'il évolue et qu'il se sente toujours en confiance avec vous. Vous êtes son parent, vous n'êtes pas supposé lui faire peur comme un ours qui lui grogne après. Vous êtes supposé l'accompagner dans sa vie pour qu'il évolue au mieux. Donc voilà, super important. Et donc au fur et à mesure que vous allez réagir toujours en pleine douceur, en pleine écoute, bien, vous allez voir, les crises vont être de plus courte durée, ils vont être moins intenses, puis ils vont être moins fréquentes. Et entre-temps, vous mettez en place les stratégies. C'est pas quelque chose qui va se régler en claquant des doigts, mais il faut accepter que l'autre en face de nous ait une réaction liée à son inconfort. Et pour autant, garder votre calme. Et vous dire que si votre enfant réagit aussi intensément, c'est parce que l'inconfort est réellement présent et souffrant et douloureux. Ça nécessite énormément de capacité de se mettre dans la place, à la place de l'autre, dans sa peau. Une grande capacité d'empathie. Mais c'est ça les relations humaines. Si on se fâche contre quelqu'un qui fait une crise en lien avec un inconfort, c'est comme lui dire, t'as pas le droit d'avoir senti que quand t'as vomi que c'était inconfortable. C'est complètement illogique. Tout le monde n'aime pas vomir. En tout cas, moi, je connais personne qui me dit « Ouais, Patricia, moi, j'adore vomir. » C'est acide, c'est un réflexe, ça vient tout seul, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est un peu imprévisible, ça nous prend dépourvu. Le système nerveux, clairement, il n'aime pas ce qu'il vit, là. Donc, il faut avoir énormément de compassion. Donc, voilà, mes chers. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc, demain, on se retrouve pour les solutions concrètes.
Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au cœur en voiture? Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos enfants à ne plus avoir mal au cœur en voiture? Et puis voilà. Voilà pour le sujet de la semaine. Donc, je vous souhaite une belle journée, belle soirée à tous et on se dit à demain. Ciao tout le monde!